et nous allons parler avec Philippe d'un sujet intéressant qui est la question de la prospection téléphonique et du soin qu'on doit apporter à son client par rapport au temps qu'on peut gagner à faire des tas de coups de fil en même temps. Donc Philippe, bienvenue. Merci. Tu tu fais partie de notre environnement depuis bien longtemps, hein, parce qu'on a dû se croiser en 2001, donc Ouais, c'était hier. je saurais pas dater, hein, je saurais pas dire. Ouais, c'était hier, on était jeunes, Patrick avait encore des cheveux. Enfin, c'était un autre temps, quoi. Et donc, tu as tu as fait, à l'époque où on s'est rencontrés, tu étais malheureusement investisseur, mais ça n'a pas duré longtemps car tu as compris que c'était le dark side Ouais, et c'est que... surtout que le fonds d'investissement a fait faillite. Mais ça n'arrive pas. Ce sont des gens qui ont de l'argent. On ne peut pas faire faillite Ouais, quand on a de l'argent. c'est un fonds privé, donc il a pu fermer. Ouais. Puis c'était la bulle Internet à l'époque. Alors, Exactement, 2001. Et donc depuis, tu es venu une fois intervenir dans une conférence Melsion pour nous parler, il me semble à l'époque, on parlait de tout ce qui était manipulation et de l'apport des sciences sociales dans la prise de décision. On a fait des collaborations ensemble sur l'effectuation, qui est aussi un sujet qu'on a en commun. Et en fait, on a plein de sujets en commun. On est en compagnon de route depuis pas mal de temps. Alors, qu'est-ce qui t'a amené sur la question de la vente, là? Parce que là, on est encore plus loin, quoi. ouais, mais la vente, alors ça fait évidemment longtemps que je suis sur la vente. Parce que En je fait, voudrais préciser que tu es docteur en ouais, biologie. alors moi, je suis docteur en immunologie au départ. Après, j'ai fait mon billet avant de rejoindre un fonds d'investissement. Moi, j'avais une spécialité en finance et en stratégie. Mais en fait, fondamentalement, quand tu as ton propre business, le premier truc que tu dois faire, c'est de vendre. Et quand tu as ton propre business, tu as beau être en B2B, si tu commences à prendre ta voiture, aller voir les clients un par un, en fait, c'est pas rentable. Tu ne peux pas trouver de clients. D'autant que je m'étais rendu compte à l'époque assez vite que les gens qui insistaient vraiment pour que tu viennes, c'est parce qu'ils voulaient voir ta tête, mais ils s'en foutaient d'acheter. C'était pas des acheteurs. Ceux qui avaient vraiment un problème à résoudre, ils n'en ont rien à faire de te rencontrer. S'ils ont un problème à résoudre et que tu peux leur résoudre, ils te signent le contrat à 200 km d'écart. Et parfois, des toutes petites astuces, ça te permet de gagner du temps. Je me rappelle en particulier, parce que j'interviens pas mal dans des facs, des écoles de commerce. C'était sur Paris, il y avait je crois que j'interviens à la Sorbonne. Donc à la Sorbonne, le gars dit, ah ouais, c'est intéressant ce que tu fais. On se met d'accord sur tout. Et le gars, il me dit, bah maintenant, ça serait bien qu'on se voit, quoi. Je dis, ok, on va parler de quoi? Et le gars me dit, ah bah ouais, c'est vrai, on a déjà tout dit, donc c'est pas la peine. Et là, j'ai gagné une journée et un aller-retour. Donc parfois, il faut juste savoir poser la bonne question et on gagne une journée et on gagne 200, 300 euros, quoi. Et donc, là, ça mène aussi à cette thématique de pourquoi on travaille au téléphone, pourquoi faire de la prospection au téléphone. Parce qu'en fait, tout le monde dit, ah, mais moi, je suis vachement plus à l'aise en face à face. Ah, bah, évidemment, si tu arrives à avoir un rendez-vous en face à face, le gars, il ne va pas te sortir Manu Militari au bout de 30 secondes. Donc, il est poli et t'écoute même, enfin, il t'entend même si tu n'écoutes pas. Et donc, tu es toujours plus à l'aise. Mais les rendez-vous physiques, il faut les obtenir, il faut se déplacer, ça prend du temps, ça coûte très cher. Alors, j'avais un client qui avait estimé que ça lui coûtait dans les 400-500 euros le rendez-vous entre les salaires, les frais de déplacement, la bagnole, les hôtels, machin. Donc, ça revient très, très cher. Et certes, si tu es au téléphone, tu convertis moins, mais tu appelles vachement plus. Alors, du coup, on en arrive à un truc un peu bizarre. C'est que comme au téléphone, tu peux appeler beaucoup, et ben, en particulier jusqu'à mars dernier, ben, tu te dis, ben, on va appeler en masse. Et donc, on va avoir une technique assez simple, qui est que j'ai une attachée commerciale qui va passer 150 coups de fil dans la journée et qui va demander des rendez-vous pour des commerciaux. D'accord. Et donc, tu vas faire de la masse comme ça. Alors, c'est ce qui est souvent recommandé. Il faut faire de la masse. Alors, ce qui pousse dans ce sens-là, c'est aussi toutes les nouvelles boîtes qui font de l'automatisation de prospection, de l'automatisation de lead, du marketing, content, etc., qui est qu'il faut faire de la masse très rapidement. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens ont complètement oublié que en B2B comme en B2C, ben, en fait, le, la vente, c'est un contact humain, quoi. C'est-à-dire que tu parles aux gens. Et donc, tous ces aspects d'automatisation, de je trouve des leads, etc.,
En fait, moi, j'ai réalisé un truc, c'est que ça donne la seule raison d'être de tout ce truc-là. Bon, alors, c'est d'avoir un contact, mais c'est de donner un alibi pour appeler quelqu'un en téléphone et discuter en vrai, quoi. Alors, ce que l'alibi, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle je t'appelle. Et ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vas sur LinkedIn, tu te fais une demande de contact manuellement. Le gars accepte le contact là, maintenant. Tu prends ton téléphone parce qu'il a laissé son téléphone, tu l'appelles sur son portable. Et la raison de l'alibi, c'est ah, bah, vous avez accepté mon contact il y a 15 minutes. Alors, après, c'est plus subtil sur comment on pose des questions. Il y a des questions intermédiaires où on va dégager du temps pour chez la personne. On va demander j'espère que je ne vous dérange pas. Si elle dit OK, du coup, il est bloqué psychologiquement, il ne va pas te raccrocher même s'il est occupé. Mais en gros, tu as un bon alibi pour l'appeler, tu connais son profil et là, tu discutes. Et en fait, en particulier, si tu es en B2B, que tu as des trucs chers à vendre, tu as intérêt à lui occuper de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en fait, le but, ce n'est pas de dire je vends un truc, parce qu'en fait, le gars n'achètera jamais comme ça. La réactance, je n'ai pas envie d'acheter ce que tu me proposes. C'est que ton but, c'est de créer du lien. D'accord? Et pour créer du lien, ben, il faut occuper de l'espace-temps. Il faut raconter des trucs intéressants. Alors, les trucs intéressants, ça va être du storytelling de vente. Donc, le storytelling, c'est une structure de discours. Ça raconte des choses intéressantes. Et dans le fond, pour raconter des trucs intéressants et pour tenir quelqu'un longtemps au téléphone, eh ben, en fait, il faut qu'au bout d'une heure, si tu lui parles pendant une heure, et il faut tenir une heure, je reviendrai là-dessus après, eh ben, il faut qu'à la fin d'une heure, il se dise ah putain, c'était cool, j'ai appris un truc que je ne savais pas. Quoi. Ça, je ne savais pas. Ben, je sors de l'entretien avec quelque chose de plus. Et alors, il faut que ce genre de lien que tu crées, il se fasse au tout premier coup de fil. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, j'appelle, je passe 3 minutes, est-ce que vous avez le temps plus tard pour… Non, en fait, le gars, il va te dire, mais c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous m'appelez? Qu'est-ce que vous me demandez? Parce qu'il n'a pas envie de prendre un rendez-vous pour plus tard. Alors, peut-être qu'avant le Covid, bon, les gens, ils étaient optimistes, ils avaient du temps. Allez, pourquoi pas? Depuis le Covid, en fait, tout le monde flippe. Donc, en fait, tu as le cerveau reptilien des gens. Là. Il y a la peur, la trouille et l'angoisse qui a été activée. Il n'y a plus personne qui a le temps pour rien. Et même, il y a des comportements complètement irrationnels avec des secteurs d'activité comme la construction métallique où les gars, ils gagnent l'argent, ils gagnent autant qu'avant, mais ils ont coupé tous les budgets sur tout. Ils ne se forment pas. C'est une bonne occasion, alors qu'ils gagnent l'argent, de trouver, par exemple, de travailler sur la valeur et essayer d'augmenter leur marge parce qu'ils travaillent à faible marge. Donc, sur le principe, le truc les intéresse, mais ils disent non, mais là, on n'a pas de budget. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de budget, c'est qu'ils ont la trouille. Et donc, les gens veulent comprendre de la valeur assez vite. D'accord? Alors, au-delà du discours sur la valeur, tu as un autre élément sur l'enjeu d'occuper de l'espace-temps, en fait, au téléphone. Mais c'est vrai aussi en face à face, hein, ce n'est pas qu'un problème de téléphone. Et pour comprendre ça, je vais faire référence à Shinan Yangar qui travaille sur le paradoxe du choix. Donc là, il y a une conférence TED là-dessus et qui dit qu'un chef d'entreprise va faire 100 à 150 décisions par semaine et le temps nécessaire pour prendre une décision, bon, dans la majorité des cas, c'est moins de 9 minutes et pour 10-11% des décisions, c'est 1 heure ou plus. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand tu te donnes 1 heure pour décider de quelque chose, ce n'est pas une décision consciente. C'est-à-dire qu'inconsciemment, ton inconscient te dit, bon, allez, là, ça mérite 1 heure pour décider d'acheter ou de ne pas acheter. Alors, pour illustrer mon propos, je vais faire une petite parabole. Tu dois acheter un téléphone mobile avec un certain nombre de caractéristiques physiques. Alors, il faut que ce soit en 4K, etc., parce que tu en as besoin pour ta boîte, pour faire des vidéos. Et tu vas à la FNAC. Alors, à la FNAC, tu n'as pas un vendeur pour toutes les marques, tu as un îlot avec chacune des marques et un vendeur par marque. Donc, tu arrives au premier vendeur. Toi, mentalement, tu as 1 heure de temps mental pour choisir. Et le premier vendeur, vous voyez, par exemple, première hypothèse, il te donne des informations, on va dire, qualitatives sur l'appareil. Tu vois bien que ça correspond au cas des charges, mais il ne part pas. Il continue à discuter avec toi, il répond à tes questions. Quand tu es en train de réfléchir, il est devant toi, il ne bouge pas, et ça prend 1 heure. Au bout d'1 heure, en fait, tu as été qu'avec lui, et inconsciemment, ton temps mental accordé à la décision, tu l'as entièrement bouffé. Donc, quand au bout d'1 heure, tu termines l'interaction avec ce vendeur-là, tu vas peut-être aller voir un deuxième vendeur, mais vite fait, histoire de te donner bonne conscience, parce que tu sais que le premier produit te correspond, et tu ne vas pas en faire 10. Quoi. Et donc, la probabilité que tu achètes chez le premier est assez forte. Maintenant, autre cas de figure, tu arrives à la FNAC et le gars, il n'a pas le temps. Le vendeur n'a pas le temps. Il passe 5 minutes avec toi, il te donne des informations factuelles sur le truc qui correspondent bien au ton cahier des charges. Le truc, c'est que toi, il te reste 55 minutes de temps mental pour décider.
Et ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir un deuxième vendeur qui t'accordera 5 minutes, puis un troisième, puis un cinquième, puis un dixième. Et finalement, le premier vendeur, il est un vendeur parmi 10, quoi. Donc, tu n'as pas plus de chances de vendre que les autres. Et en B2B au téléphone, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu appelles quelqu'un sur un sujet qui le concerne à un moment donné, que tu lui amènes une valeur et que tu lui occupes de l'espace mental pendant 1 heure, en fait, lui, ce sujet qui le préoccupe, alors pour moi, mon cas, je fais des formations à la prospection téléphonique. Ce qui le préoccupe, c'est de trouver des nouveaux clients. Il en a parlé avec toi pendant 1 heure. Dans sa tête, peut-être que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures de décision, d'accord? Mais tu lui as pris de l'espace-temps, il va bien se rappeler de toi, tu lui as amené de la valeur et ça va être plus compliqué pour quelqu'un qui vient derrière. Et donc, en fait, tu as une rythmique dans la prospection téléphonique qui est particulière, qui est entre les coups de fil et dans les coups de fil où il n'y a pas le responsable, tu es hyper rythmé, tu vas très très vite pour faire la nasse, mais dès que tu as quelqu'un au téléphone, un responsable, là, tu changes complètement la règle du jeu. Et là, en fait, ton seul but, ce n'est pas du tout de vendre quoi que ce soit. Le seul but que tu as, puisqu'en fait, toi, tu appelles évidemment une cible qui a a priori le besoin que tu résous. Alors évidemment, tu as une question de contrôle, c'est du style, est-ce que dans votre entreprise, vous cherchez de nouveaux clients ou comme notre entreprise, vous êtes à saturation sur l'outil de production, vous n'en avez pas besoin. Donc si on te dit non, on est à saturation sur l'outil de production, on ne cherche pas de clients, tu dis bon, ce que je fais, ça ne va pas vous aider. Si les gens cherchent des clients, là, le but, ce n'est pas de lui vendre quoi que ce soit, c'est de créer du relationnel et de lui apporter un truc d'intéressant. Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a l'histoire intéressante en lien avec la prospection, par exemple, si c'est le cas d'une formation à la prospection. Et donc là, tu donnes des anecdotes, tu essaies de voir comment ils fonctionnent, mais tu as des trucs intéressants à lui raconter. Alors moi, typiquement, ce que je fais, c'est que je donne des astuces. Je leur donne des astuces qu'ils peuvent utiliser tout de suite. Donc, par exemple, quand tu tombes sur un responsable, tu ne demandes pas aux gens s'ils ont 5 minutes, parce que personne n'a 5 minutes. Donc, tu poses une question qui est bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas. Mais tu n'as pas présenté l'entreprise, tu dis juste bonjour Philippe Massol, j'espère que je ne vous dérange pas. Donc, le gars, il n'a pas la moindre idée de pourquoi tu l'appelles. Il aimerait bien savoir, mais la question, elle ne porte pas s'il fait quelque chose, s'il a du temps, on sait qu'il n'en a pas, c'est est-ce qu'on le dérange. Il doit décider tout seul si on le dérange ou pas, avant de savoir pourquoi on est en train de l'appeler. Donc, à partir du moment où le gars dit, moi, souvent, il réfléchit. Il faut lui laisser un gros blanc, il réfléchit, il dit, ouais, non, ça va. Et au moment où il dit ça va, en fait, il vient de décider qu'on ne le dérange pas. Et ça, en fait, ça va créer un phénomène psychologique qui s'appelle la persévération dans la décision, qui va avoir comme conséquence que, en réalité, il arrive à s'auto-persuader qu'on ne le dérange pas et il t'accorde beaucoup plus de temps qu'il ne ferait avec d'autres questions. Et là, tu as une énorme liberté. Et ce genre de questions-là, c'est des questions, il y a tout un tas de types de questions de ce type-là que moi j'appelle des créations artificielles de liberté et qui sont des questions qui permettent à la personne de clôturer très vite la discussion. Alors, pour illustrer ça, c'est des trucs importants. Donc là, c'est plutôt une astuce technique qui peut intéresser pas mal d'entrepreneurs. C'est qu'à une époque, Schweppes, ils utilisaient la technique des 3 oui, qui était de se dire, si je pose une question, que quelqu'un dit oui, puis une deuxième question, il dit oui, puis une troisième question, il dit oui, il y a de fortes chances qu'à la quatrième question, il dise oui quand je propose un truc. Et alors, ça donnait des séquences de prospection complètement débiles qui étaient du style, par exemple, tu vends un lave-vaisselle et la personne t'appelle, dit oui, est-ce que vous avez une cuisine? Ben ouais. Vous lavez la vaisselle? Ben ouais. Vous aimez votre vaisselle propre? Ben ouais. Donc, vous aimerez sûrement mon lave-vaisselle, machin. Et ça rend les gens fous. C'est-à-dire que on te fait cette question cette séquence de questions, tu as juste envie de détriper le mec. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas répondre non. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de cuisine. En fait, tu as envie de dire non, je n'ai pas de cuisine juste pour l'emmerder, quoi. Donc, les questions de ce type-là, elles n'ont de sens que s'il y a une réelle liberté de dire non. Et alors, c'est assez intéressant parce que dans le cas, par exemple, de formation à la prospection téléphonique, si moi, j'ai besoin de gens qui cherchent de nouveaux clients, si je posais la question, est-ce que dans votre entreprise, vous cherchez de nouveaux clients? Alors, ceux qui n'en cherchent pas te disent, ben non, parce que l'outil de production, ça t'intéresse tout ça. Donc là, de toute façon, tu ne les as pas. Et ceux qui en cherchent, ils te disent, bah ouais, évidemment que j'en cherche. Et ils sont hyper énervés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'imaginent même pas une seconde que quelqu'un ne puisse pas en chercher. Parce que on regarde son propre nombril. Et tu crées un énervement. Donc, tu es obligé de créer une question plus longue pour légitimer la possibilité de ne pas chercher de nouveaux clients. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous cherchez de nouveaux clients ou comme d'autres, et en fait, tu tends le bâton pour qu'on te dise non. Parce que d'un coup, tu as une vraie liberté
dans je suis concerné ou pas. Et si tu ne crées pas artificiellement cette liberté de dire non, tu crées de la réactance et en fait, tu vas avoir une espèce de tension. Et la question de départ qui est j'espère que je ne vous dérange pas, ça fait partie de ces créations de liberté. Et ce que font très mal les gens dans la téléprospection, c'est qu'ils disent oui, bonjour, et ils disent, ils posent une question, je ne sais pas laquelle, et ils enchaînent tout de suite. Et la vraie astuce, c'est que tu attends. C'est-à-dire, j'espère que je ne vous dérange pas, et tu attends. Et alors, ce qui est génial, c'est que des fois, mais tu as des blancs, ça dure 2 secondes, 3 secondes. Et tu as le gars, en fait, il ne réagit pas. Alors, tu laisses le blanc, t'attends, et le gars ne réagit pas, et t'attends. Et d'un coup, tu as le gars qui te dit ah, mais vous me posez vraiment la question ouais, si je vous dérange, je ne veux pas avoir, je vous rappelle plus tard. Et là, d'un coup, mais tu sens le ton de voix qui change. Et le mec était tendu, tu sentais au bonjour que ça l'emmerde que tu l'appelles. Et là, d'un coup, il se met à réfléchir. Tu as le E et tu l'entends réfléchir. Et il décide si tu le déranges ou pas. Donc, en fait, si tu veux faire de la prospection en B2B sur la valeur ajoutée et qui est qualitative, tu as besoin, tu as des techniques, en fait, qui sont en fait, fondamentalement, c'est du respect. C'est du respect de l'autre. Donc, d'une part, tu le respectes parce que tu donnes la liberté. Alors, certes, ça s'appelle la création artificielle de liberté, c'est de la psychologie. Et donc, ça peut rentrer dans des techniques entre guillemets de manipulation, mais ce n'est pas le cas parce que tu lui donnes réellement la liberté de ne pas te parler. Ensuite, quand tu lui racontes quelque chose, tu ne lui parles pas de tes produits. Tu lui parles de trucs qui sont intéressants par rapport à ton produit. Mais des fois, ça peut être des trucs qui sont complètement à côté du sujet. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie une technique de pied dans la bouche. C'est que tu as un sujet qui l'intéresse, tu rebondis sur un truc qu'il a dit. Je sais pas, par exemple, il commence à s'énerver sur le Covid. Il dit ouais, j'en ai marre, je suis à Paris, blablabla. Bah, t'enchaînes et tu discutes 10 minutes sur le Covid. Et alors, ce qui est terrible, y compris dans les startups qui vendent en B2B, c'est que moi, ça m'est arrivé. Je suis prospecté. On commence un petit peu à sortir du sujet. Je discute avec la nénette. Elle dit ah, mais là, je suis désolé, mais bon, je suis en train de faire une séquence un peu longue avec vous. Là, on est à 8 minutes. Moi, j'ai mon boss. Alors, les mecs, ils sont 5 dans la boîte. Moi, je suis chronométré. Il y a un logiciel qui regarde si j'ai tel mot-clé, combien de temps. Je suis en train d'exploser mon budget temps. Je vais me faire massacrer par ma direction, quoi. La nénette, elle prospecte. Elle essaie de convaincre des gens d'acheter des abonnements assez chers. Et là, on est en train de lui dire, tu n'as pas le droit de dépasser 3 minutes et de discuter avec les gens. Enfin, pour moi, on est en train de tomber sur la tête. Ça devient n'importe quoi. Et ça, je pense que c'est vachement influencé par la présence de beaucoup de systèmes d'automatisation qui donnent l'impression qu'en fait, il n'y a plus besoin de bosser, il n'y a plus besoin de parler aux gens. Un petit peu comme à l'époque, pour la pub, on disait aux gens, il n'y a plus besoin de chercher de faire de prospection. C'est le marketing web qui va faire rentrer des clients directement. Alors, on s'en est remis, hein, ça ne marche plus trop, en tout cas partiellement. Il faut que tu convertisses en B2B en particulier. Tu as un alibi, c'est ton automatisation, mais après, il faut que tu travailles le client encore, il faut que tu crées du lien. Et c'est un autre avantage, c'est que si sur le moment, ce gars-là, il n'a pas ce besoin là tout de suite, comme tu lui as raconté des trucs intéressants, comme tu étais relax, parce qu'en fait, évidemment, l'idée, c'est que dans la dynamique de discussion, tu as la machine à café, quoi. Moi, ça m'est souvent arrivé que quasiment… Alors, moi, j'ai du mal à tenir moins d'1 heure. Bon, ça, c'est mon problème, c'est que je me dis, allez, je me mets maximum 1 heure. Et souvent, 1 heure et demie après, je suis encore avec le gars au téléphone, même si peut-être je ne vais pas vendre un truc. Donc, ça, c'est un petit peu emmerdant en termes de rentabilité. Mais lui, il va se rappeler de toi. Et donc, le jour où il a besoin de tes services, si tu le rappelles à ce moment-là qu'il y a eu un petit truc à un moment donné qui t'a en tête, tu es devant, tu es en haut de la pile par rapport à des gens dont tu n'as jamais entendu parler, en fait. Merci Philippe. Alors, si vous avez des questions, là, l'idéal c'est de les mettre dans le chat, mais vous pouvez aussi lever la main. Alors, moi j'ai une question pour toi. C'est la question de le lien que tu fais au téléphone et donc qui donne une importance à la durée de l'entretien, etc. Ouais. Pourquoi est-ce que tu fais une différence avec le lien encore plus fort que tu peux faire en allant faire un déjeuner ou en allant être justement en rendez-vous face à face? Je comprends que ça prend Ouais. encore plus de temps, mais est-ce que finalement, c'est pas le même mécanique de chercher à faire gagner du temps à tes vendeurs qui t'amène à vouloir gagner du temps dans le fait de ne pas rencontrer? Toi, tu veux passer 1 heure avec quelqu'un au téléphone. Tu veux passer avec 1 heure avec quelqu'un, d'accord? Hmm. Tu veux qu'il t'aime bien, quoi. Bon, si tu es au téléphone et que tu es capable de faire ça au téléphone,
tu peux créer du lien avec 3 ou 4 personnes dans la journée, si tu as du bol. D'accord? Oui. Si tu dois obtenir un déjeuner, il faut que tu arrives à convaincre les gens de déjeuner avec toi, ce qui est très compliqué parce que mets-toi dans la peau de quelqu'un qui est en train de bosser. Ça pose déjeuner. Moi, personnellement, quand je bossais sur Paris, j'aimais bien être peinard, c'est-à-dire qu'on me foute la paix et je préférais déjeuner tout seul. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait un enjeu important pour que j'accepte de déjeuner avec quelqu'un parce que ça me gave. C'est le moment où je suis seul, je ne suis pas obligé de parler, je ne suis pas obligé de réfléchir. Donc, à un moment donné, tu vois, ça te fait la pause dans la journée. Donc, il faut convaincre quelqu'un. Donc, ça va te prendre peut-être une journée d'appel téléphonique pour quelqu'un de rencontrer, pour convaincre quelqu'un de te rencontrer. Et puis ensuite, tu le rencontres. Mais comme tu n'as pas eu de discussion réellement préalable, tu ne sais pas vraiment si c'est quelqu'un qui est chaud bouillant par rapport à une thématique. Et l'exemple, c'est justement cette technique de… Il y a l'attaché commercial dont le métier, c'est de décrocher des rendez-vous physiques. Et je me rappelle, j'avais un client, une filiale d'Air Liquide. Et le gars, il était furax contre l'attaché commercial en disant « Ouais, j'ai fait 4 heures de route, aller, 4 heures de route retour. » Alors, ils vendent des systèmes d'aération dans des usines. Et en fait, dans cette usine, ils n'ont pas besoin de système d'aération. Ah ben ouais, c'est-à-dire qu'en fait, soit tu commences déjà à vendre au téléphone, soit tu ne vends pas au téléphone. Mais quand tu commences à vendre, tu crées tout de suite du lien. Donc, d'envoyer une attachée commerciale qui va juste décrocher des rendez-vous, elle a fait son taf, elle a eu un rendez-vous. Maintenant, qu'ils se démerdent les commerciaux. Et c'est pareil pour le déjeuner, c'est la même difficulté. Convaincre quelqu'un de bouffer avec toi, c'est pas évident, tu vois. Donc, tu prends un peu plus de risques. C'est-à-dire que tu es obligé, c'est un peu plus technique. À la fois, c'est plus difficile puisque les gens n'ont pas envie de donner un déj et c'est plus technique parce que tu as besoin de savoir avant vraiment si c'est un rendez-vous qui vaut le coup. Ouais. Mais en même temps, ça va dans le sens d'un de mes plus grands engagements du, du client et ça va dans le sens d'une meilleure création de lien. Mais Ouais. je comprends Alors, aussi du que coup, c'est un c'est sens, mais alors un arbitrage. dans la bonne direction. C'est-à-dire que passer un coup de fil de 3 minutes pour obtenir un rendez-vous pour déjeuner, ça, pour moi, ça n'a pas tellement de sens. Par contre, si au premier coup de fil, tu tiens 1 heure, tu discutes, tu as un feeling, le gars, il est sympa, tu as une espèce de connexion et en plus, la thématique sur laquelle tu bosses, c'est des trucs qui peuvent intéresser, après 1 heure, là, à un moment donné, tu le rappelles et tu dis, ah tiens, au fait, je passerai bien, est-ce que vous voulez que je vous invite à déjeuner? Mais il te connaît déjà, en fait. Hmm. Il t'aime bien déjà, il y a déjà un truc qui s'est passé. Donc, tu viens renforcer un lien qui existe déjà. Mais de dire comme ça, froidement, je vous invite à déjeuner, ah, le mec, il n'a rien à carrer, quoi. On ne saute pas les étapes. Non. À ce moment-là, c'est comme si tu disais, ouais, pour aller encore plus vite, je vais de suite sortir le contrat. Je dis, excusez-moi, vous ne voulez pas d'abord signer mon contrat, puis éventuellement, je vous invite à déjeuner une fois que c'est fait. Comme ça, je suis sûr que vous achèterez, quoi. Enfin, tu ne prends pas le problème à l'envers. Donc, on ne demande pas des trucs super engageants au début. On demande toujours un engagement qui est moins. C'est beaucoup moins engageant d'être au téléphone que d'être en face à face. C'est moins engageant d'être en face à face que d'être bloqué dans un resto. Et c'est moins engageant d'être en resto que passer un week-end de team building, quoi. Donc, tu commences avec ce qui est le plus simple à accepter. Et pourquoi, en fait, le téléphone, c'est simple à accepter? Ben, tout simplement parce que le gars, il peut te rapprocher à la rigueur. Patrick, tu avais une question. J'ai cru passer une question. C'était, je l'ai pas, alors, elle a disparu, donc je ne sais pas ce que Il y a une c'était. question de Mathieu. Que Ouais. penses-tu, Philippe, de l'anti-vente? Alors, ça dépend ce qu'on appelle l'anti-vente. Ah bah, j'en sais rien. Moi, c'est la question que je te la lis. Donc, j'imagine que c'est Très mettre quelques précisé. petits obstacles Ouais. à la personne pour pas que ça soit facile d'acheter. En fait, finalement, Alors, non, alors l'anti-vente, enfin, si l'anti-vente, c'est de dire, vous voulez acheter un truc, mais non, pour vous, moi, je ne vous le vends pas, vous n'êtes pas assez bien pour ma boîte. Ouais, dans la communication, c'est ce que fait parfois l'industrie du luxe. D'accord? Quand tu es dans l'industrie du luxe, c'est le numéro un, tu dis il faut que mon client il me mérite. Bah, en réalité, quand tu rentres dans la boutique, tu es au petit soin avec le client. Maintenant, l'anti-vente, on peut prendre une autre définition. C'est quand tu rentres dans une interaction qui est commerciale, mais où tu n'essaies pas de vendre quoi que ce soit. Tu crées du lien. Et en fait, quelque part, c'est le gars qui va dire mais c'est vachement intéressant, mais vous ne faites pas des trucs, des formations hein? Ouais, ouais, je fais ça. J'ai plein de formats, mais qu'est-ce qui vous arrange? Et en fait, on n'essaie pas de vendre ce qu'on a envie de vendre. On lui vend ce qui va l'arranger, ce qui résout son problème. Et ça, c'est un problème récurrent. C'est-à-dire que là, justement, je discutais il n'y a pas longtemps avec des gens qui vendent de la menuiserie alu. Ils placent des artisans pour refaire, par exemple, les locaux des banques avec la moquette, les peintures, machin. Et en fait,
Un exemple qui était donné, c'est qu'il y a une prestation, ils enlèvent la moquette, en dessous, la colle est super difficile à enlever, ils sont au-dessus d'un parking, c'est froid, c'est mal isolé, et donc ils vont tout refaire bien comme il faut, et donc ils vont surfacturer, il y aura du retard. Donc le client n'est pas hyper content. Si tu t'inquiètes et tu t'intéresses au client, quand tu as une tuile, tu l'appelles et tu dis voilà, il n'y a pas d'isolation, il y a un truc, il y a de la colle. Alors, soit on fait ça dans les règles de l'art, mais ça va prendre 3 jours de retard et ça va coûter tant de plus. Soit, soyons honnêtes, ça fait 10 ans que vous vivez sans isolation, si vous n'avez pas gêné, ce n'est pas la peine d'isoler. Une moquette fine, ça ne passera pas, ça fera des trucs comme ça pour la colle, mais si vous achetez une moquette un peu plus épaisse, ça ne se verra pas. Et on fait un truc qui n'est pas dans les règles de l'art, mais si ce n'est pas vraiment un enjeu pour vous, du coup, on respecte le délai, ça ne vous coûte pas très cher. Et c'est vous qui êtes décidé. Et il est très probable que si moi je suis le client, si c'est juste un local où j'ai des salariés et puis en plus des intérimaires viennent 3 mois, 4 mois, je m'en fous d'avoir les trucs dans la règle de l'art avec une isolation que je ne savais même pas qu'elle n'avait pas. D'accord. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais en rajouter une, quoi. On va permettre peut-être à Mathieu de préciser sa question si tu veux bien, Ouais, Philippe. c'est pas mal. Ah, en fait, c'était par rapport à des produits d'appel, type webinaire ou conférence ou physique, et le fait de proposer un dossier de candidature pour permettre à la personne d'être sélectionnée. Et donc, au lieu de chercher à vendre, on va faire en sorte qu'elle achète. Ouais, alors, ça dépend comment c'est fait, mais fondamentalement, cette histoire-là, c'est une bonne chose dès lors qu'en fait, on a un axe commercial qui est clair. D'accord. Par exemple, si moi, je suis spécialisé prospection téléphonique en B2B sur des trucs chers, dans ce truc-là, je vais vous dire, écoutez, pour pouvoir participer au truc, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Donc, laissez-moi des infos parce que si, par exemple, vous travaillez en B2C, ça ne m'intéresse pas. Si vous travaillez en B2B, mais que les produits que vous vendez, c'est des trucs à 20 euros en one shot, ça ne m'intéresse pas non plus que de vous prendre dans ma conférence parce qu'en fait, ce que moi je fais, ça ne correspond pas à votre business. Donc, fondamentalement, en fait, c'est ça que ça veut dire. Alors, il y en a effectivement certains qui disent, alors ça, c'est l'école de, quoi ça s'appelle, de ClickFunnels, qui dit on va faire des funnels avec à un moment donné une candidature et on va voir si vous êtes assez bien pour participer au truc. Bon, en réalité, c'est tout simplement pour faire du tri, pour pas avoir des gens qui ne seront pas des clients potentiels. Mais les questions qui sont posées, c'est pas faire du tri. Est-ce qu'on fait du B2? Pour moi, ça c'est est-ce que vous faites du B2C? Est-ce que les factures, il y a au moins 200 euros ou 300 euros à facturer ou pas? Sinon, ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec des trucs hyper qualitatifs, passer 1 heure au téléphone avec les gens. Si tu vends un truc à 5 euros, à ce moment-là, on fait appel à une plateforme téléphonique à Madagascar et on fait des coups de fil de 2 minutes parce que le truc, il n'est pas cher. Ok. Mais Merci. juste, je crois qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on dit tu vas venir en webinaire, mais il faut que tu mérites de venir au webinaire parce qu'en fait, moi, je fais du tri. Je crois que je ne suis pas sûr que les gens sont dupes, quoi. Les gens Non, savent. c'était que le webinaire est offert, il n'y a rien à Ouais. payer. Et à la fin du webinaire, on présente une offre où là, il y a un dossier de candidature. Ouais, mais le dossier de candidature, c'est juste de faire du tri dans les prospects. Ce qu'on veut fondamentalement, pourquoi il y a espèce de dossier? Alors, tant mieux si ça permet de faire de l'attractivité, mais ça permet à des gens qui ne seraient pas dans la cible et pour lesquels on ne résout pas bien le problème de pas acheter. Si moi, je vends une prospection, alors ça m'est déjà arrivé une fois, je faisais des formations sur la communication écrite. Alors, ce n'est pas moi qui faisais le commercial, j'étais casé par une grosse structure. C'était à Ouest France. Et les gars me disent, mais nous, en fait, on ne rédige jamais. Donc, je me retrouve avec 2 jours de formation où les gens disent, bah, ouais, mais nous, on ne rédige pas. Peut-être que le DRH de la boîte, il aurait dû dire, est-ce que vous rédigez? Quelle est la quantité que vous rédigez? Donc, si je fais un webinaire sur la communication écrite professionnelle et que je termine là-dessus, je vais effectivement dire, écoutez, moi, ce que j'aimerais bien savoir, pour candidater, pour avoir rentré dans la formation qui est limitée à 10 places, dites-moi quel type de document vous écrivez, dites-moi si vous écrivez souvent, le nombre de pages, machin. Parce que si je veux créer de la valeur pour les gens et que si j'ai 12 demandes, les 2 qui envoient un mail par mois, je ne les prends pas parce qu'ils vont être frustrés et à la fin de la formation, ils me mettront des mauvaises évaluations, quoi. Alors, ça joue, alors je sais, les phénomènes de rareté, ces trucs-là, donc ça peut être intéressant. Mais fondamentalement, c'est quand même de faire du tri dans les gens qui candidatent et ça permet aussi d'adapter les produits. Si c'est de la prestation intellectuelle, ça permet de réorienter un peu l'offre et peut-être d'orienter les gens qui candidatent sur une première ou une deuxième ou une troisième offre. Merci beaucoup. Super, merci Philippe. Et donc, on te trouve sur ton site
qui s'appelle prospection-du6client.com. C'est prospection client. Il y a les deux. Soit Il y a les tirer, deux. soit pas tirer. Prospection client, ça marche aussi. Prospection-client tout Tu attaché.com. veux faire la pub ou pas? Hein? Tu veux faire la pub ou pas? Vas-y, bien sûr, tu es sur une chronique pour les entrepreneurs. Parce qu'en fait, ça peut aider pas mal d'entrepreneurs. Bon, alors, ça se couple avec un livre sur le marketing stratégique, mais ça, c'est vraiment des astuces de prise de téléphone. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis dans la première seconde au téléphone? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Donc, par exemple, l'astuce de j'espère que je ne dérange pas. Il y a tout un tas d'astuces. Qu'est-ce que c'est que du storytelling? Qu'est-ce que c'est comme structure? Et donc, quand même donner quelques clés pour que quand on se lance en tant qu'entrepreneur et qu'en fait, on n'y connaît rien, quoi. Ce n'est pas la peine de coltiner tous les emmerdements qu'on connaît déjà, quoi. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, Philippe vient de montrer son livre qui s'appelle Réussir sa prospection téléphonique. Et c'est sur Amazon. Et qu'on peut trouver voilà, sur Amazon. On peut te trouver aussi sur LinkedIn de mémoire. Oui, bon, alors ça, c'est pas difficile à me trouver, hein. Philippe Massol, vous me trouvez au jeu de quel nom, prénom. Et je fais aussi sur LinkedIn Learning, pour ceux qui ont les abonnements payants, il y a 35 formations sur tout un tas de sujets qui sont liés à la vente, au business développement. Et tu parlais de la logique effectuelle. En fait, il y a une formation sur LinkedIn Learning qui porte mal son nom, qui est… alors si, ça porte bien son nom, c'est Entreprendre sans argent, sans risque, sans échec, et où en fait, je présente l'effectuation, mais du point de vue opérationnel. Donc ça, c'est une grosse formation de 2h30. Donc pour les entrepreneurs, je pense que ça vaut vraiment la peine de se frapper les 2h30 de formation sur l'effectuation. Donc là, c'est sur LinkedIn Learning, version française. Merci beaucoup, Philippe.